Alors, on va parler aujourd'hui Smart Charging, IRVE, solutions de stockage et pilotage énergétique. Une conférence, merci Bernard, qui est co-organisée avec l'AVER, sur laquelle on co-organise ce cycle de conférences depuis plusieurs années maintenant, avec un grand plaisir. On va être ensemble pendant environ 1 heure et demie. Un petit chiffre clé. Le temps que vous réfléchissiez à ce qu'est ce chiffre clé, je vous laisse réfléchir, chers conférenciers et chers publics, puisque je vais vous interroger après. Je vais vous présenter rapidement, et c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous, Gaël Couture. Vous êtes chef de produit chez Gevis France. Bonjour Gaël. Bonjour à tous. Et vous aborderez les solutions de smart charging dans les bornes. Et ça, on vous remercie d'être avec nous. On a également Salim El-Ouat. Bonjour Salim. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur de Mob Energy et vous présenterez les solutions de pilotage énergétique et de smart charging aussi et de recharge. On verra le stockage, pardon, de l'énergie. Et ça, on verra ensemble puisque vous allez répartir à tous les deux ces deux aspects. On a également avec nous Guillaume. Vous êtes chargé de mission tarification et avenir des réseaux à la CRE, commission de régulation de l'énergie. Voilà. Merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir. C'est la première fois que vous êtes avec nous pour le grand circuit, pour ces conférences. Merci pour l'invitation. Et puis enfin Bernard Guillaume, que je représente, mais qu'on connaît bien et vous êtes avec nous, Bernard, depuis quelques années. On vous voit souvent sur les conférences. Vous êtes président de l'AVER France, vice-président. Oui, il faut que je sois prudent. Voilà, je fais 2 erreurs voilà, en une présentation. Vice-président d'AVER France. Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure d'élections, mais je parle dans les communes, d'élections. Donc c'est peut-être que j'ai anticipé des choses. Et donc on va pouvoir aborder ce sujet. Alors, est-ce que vous avez trouvé le chiffre 5,9 gigawatts? Est-ce que vous savez ça? Ça, c'est la puissance totale qui est dépensée, ça va être le sujet, sur l'ensemble des points de recharge ouverts au public. Donc on voit que quand même il y a une consommation énergétique qui est importante. Ce qu'on voulait faire, Bernard, pour ouvrir cette conférence, c'est peut-être brosser un état des lieux, comme vous faites avec talent lors de chaque conférence, sur où est-ce qu'on en est de la recharge en France, des bornes de recharge, et puis effectivement aussi introduire le sujet sur c'est quoi le smart charging, parce que voilà, on a un mot et il faudrait pouvoir en faire une définition un peu correcte. Alors, pour commencer, je vous présente quelques chiffres en fait. Donc là, il y a deux graphes. Il y a un graphe qui représente les véhicules électriques et l'autre graphe qui représente le nombre de points de charge. Donc à ce jour, on a à peu près 170 000 points de charge opérationnels ouverts au public. Vous voyez la répartition, 43% en commerce, 30% en parking, 18% en voirie. Suivant le baromètre que tient l'AVER, 93% des points de charge sont disponibles 99% du temps. Donc la notion comment recharger mon véhicule électrique, est-ce que si je prends un véhicule, je risque de tomber en panne, etc. Pour moi, cette notion, elle est vraiment derrière nous et on a vraiment passé ce stade. Aujourd'hui, en plus, on a à peu près 16 000 points de charge qui sont supérieurs à 150 kW. C'est-à-dire que si vous êtes sur une autoroute, vous avez la possibilité de vous arrêter et de charger de manière très rapide. C'est bien mieux. Pardon? Ah, c'est meilleur. Oui, effectivement. Vous avez le moyen de vous arrêter, de charger très rapidement le temps d'un café, d'un snack, et de repartir avec le nombre de kilomètres qui est nécessaire pour que vous puissiez continuer votre voyage. Quand je dis le chiffre de 170 000 points de charge ouverts au public, il faut peut-être mettre en perspective le nombre de stations-service qu'on a en France. Je ne sais pas si ce nombre est connu, mais en gros, on a à peu près 10 300 stations-service aujourd'hui en France. Donc aujourd'hui, quand vous prenez votre véhicule, vous avez plus de soucis.
Ça c'est une nouveauté parce que ça allait très vite, hein, finalement, le déploiement de C'est allé très très vite. On voit la courbe, hein, elle est quasi exponentielle. Ouais. Et puis ça, en plus, c'est ce qui est ouvert au public, ce qui vient en plus de tout ce qui est charge à la maison. Dans les copros, on en a parlé, ou si vous avez la chance d'avoir un pavillon individuel, vous pouvez charger vous directement chez vous. Sachant que encore aujourd'hui, au moins 90% des charges se font soit à la maison, soit au travail. Oui, c'est ça. 90, 85, faut des choses précis, un peu plus précis sur les chiffres. Alors, ça c'est un tableau. Donc là on a les chiffres des recharges et puis sur la gauche il y a le chiffre des immatriculations des véhicules. Ouais. Donc on a eu sur les. Alors il y a deux couleurs là peut-être pour décrire ces deux couleurs. Oui. Alors il y a deux couleurs. En fait, il y a les véhicules 100% électriques et il y a les véhicules hybrides rechargeables. Oui. On considère que ces deux types en fait sont des véhicules vraiment électriques. Oui. Par opposition aux véhicules hybrides non rechargeables où on recharge en roulant, mais en fait avec du pétrole, quoi. C'est donc on les compte pas là-dedans. Donc en bleu foncé, ça c'est les véhicules électriques, hein. Absolument. Et en bleu clair, c'est les hybrides rechargeables. Absolument. Alors quand on regarde ces chiffres-là, on sait que 2024 il y a une année un peu difficile. En 2025, si on regarde d'un niveau un peu plus haut, au niveau de l'Europe, sur le premier trimestre 2025 en Europe, la croissance des véhicules électriques, ça a été de 24% de plus que le trimestre 2024. Oui. Donc il y a quand même une progression. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de véhicules sont achetés d'occasion par rapport au nombre de véhicules neufs, que le marché de l'occasion sur le véhicule électrique, surtout sur les petits modèles, n'est pas encore là. Il est naissant, mais il n'est pas encore acquis. Et que quand on aura ce marché de véhicules d'occasion, on verra, je pense, la courbe monter encore plus. Oui, mais là on dit c'est un peu difficile, mais moi je vois quand même une progression de 2024 par rapport. C'est clair. Et il faut garder en tête que dans les prévisions que l'on a, en gros en 2030 on aura besoin à peu près de 400 000 points de charge ouvert au public, et on table sur entre 6 et 7 millions de véhicules. Donc il faut absolument que ce changement, ce soit un changement plus choisi que subi. C'est un changement relativement fort, on va avoir des changements comportementaux aussi, donc il faut absolument anticiper de façon à ce que ça se passe de la meilleure manière possible. Très bien. Vous avez été clair? C'est parfait. Ok. Alors maintenant le smart charging. Alors le smart charging. Alors j'ai beaucoup réfléchi. Ouais. Je sais pas si. Ben on va tous discuter ensemble. Je sais pas si ça va être à la hauteur des expériences, mais j'ai trouvé une espèce de phrase qui dit le smart charging, ça serait charger avec élégance pour pérenniser notre réseau et aussi notre porte-monnaie. Ah, ok. Oui, donc il y a le mot élégance, donc c'est plutôt pas mal. Mais ouais. C'est-à-dire que si on gère suffisamment bien nos recharges, le réseau va pas souffrir et on va charger à moindre coût parce qu'on chargera quand l'électricité est moins chère et on aura un prix un peu plus élevé quand l'électricité est très demandée. Alors, ce smart charging, en fait, on a deux axes. On a un premier axe qui est le pilotage et la maîtrise. Ça veut dire on commence par de manière statique, c'est-à-dire qu'on décide qu'on peut charger entre telle heure et telle heure. On peut avoir un changement dynamique, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe dans le réseau autour de nous, ou dans le réseau sur lequel on est connecté, et là c'est le réseau qui va piloter quand est-ce qu'on peut charger et à quelle puissance. Et puis il y a tout le lien avec les ENR. Donc de ce fait-là, on a en gros deux dilemmes. On a un premier dilemme qui est technique, on a un deuxième dilemme qui est plus à quel prix et combien, et puis j'ajouterai un troisième point, c'est le domaine plutôt politique, c'est par rapport à cette demande d'énergie qui va augmenter, comment peut-on être indépendant sur le plan énergétique? Oui, quelle énergie j'injecte dans le réseau et qu'est-ce que j'utilise? Absolument. Le point fondamental, c'est que l'utilisateur doit comprendre que notamment quand on a une possibilité de charger de manière bidirectionnelle, c'est-à-dire que le réseau va venir chercher dans votre batterie un peu d'énergie, parce qu'il en a besoin. Il faut absolument. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Alors aujourd'hui, techniquement, ça fonctionne. Ouais. Il y a des proof of concept dans beaucoup de pays. Après, il y a des adéquations qui doivent être faites sur le plan réglementaire, notamment TVA, etc. Comment ça se passe?
Et le fondamental, c'est-à-dire que pour que l'utilisateur du véhicule, quel qu'il soit serein, il faut absolument que, s'il charge sur une bonne directionnelle, il soit certain quand il va reprendre son véhicule, il aura bien la puissance dont il a besoin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne dise « Ah, mais moi, si c'est bidirectionnel, je vais reprendre mon véhicule et ma batterie va être vide et puis je vais pas pouvoir l'utiliser par rapport à mon besoin. » Donc, il est absolument impératif tu veux donner le slide, s'il te plaît, pour assurer l'acceptabilité, l'utilisateur doit être certain de pouvoir disposer de son véhicule lorsqu'il en aura besoin. Ça, pour moi, c'est fondamental. Avec donc des avantages économiques qui sont réduction du coût global de la recharge, et puis aussi optimisation de la durée de vie de la batterie par rapport à des charges qui seront plus lentes ou plus rapides uniquement quand on en aura besoin. Est-ce que là, on a la chance, on n'avait pas prévu de faire ce tour de table comme ça, mais est-ce que vous, puisque Mob Energy également à la Creux, vous êtes et Gevis, vous êtes d'accord là sur cette définition Smart Charging, ou un petit complément, mais sans complètement dévoiler votre présentation après, vous pouvez préciser quelque chose là-dessus ou pas? Ouais, par exemple, j'aime beaucoup la définition de charger avec élégance, parce que c'est vrai que smart charging c'est un mot un petit peu valise, hein, on peut mettre plein de choses là-dedans. Voilà, comme l'a bien expliqué Bernard, il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux économiques, et voilà, il faut toujours mettre en parallèle ce qu'il est possible de faire et ce qu'il est souhaitable de faire et raisonnable d'un point de vue coût, quoi. Oui, parce que c'est des nouveaux usages aussi qu'il y a pour les utilisateurs, hein. Alors, on arrive maintenant, Guillaume. Je vais prendre mes erreurs, hein. Guillaume, on arrive maintenant sur la question, c'est parce que vous, c'est votre sujet, hein, que vous maîtrisez parfaitement. C'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de maîtriser et d'optimiser la puissance? Alors, merci beaucoup. Alors je travaille à la Commission de régulation de l'énergie, qui est l'autorité administrative indépendante en charge de la régulation des marchés et des réseaux d'électricité et de gaz. Oui. Notre mission, c'est de s'assurer que les marchés fonctionnent bien et que les gestionnaires de réseau fassent bien leur travail et optimisent la gestion de leur réseau, de leurs investissements, pour rendre le meilleur service possible aux utilisateurs, au moindre coût. Oui, donc vous assurez qu'il y a une adéquation aussi entre ce qu'on produit et ce qui est utilisé. Bah, c'est exactement. Pourquoi est-ce qu'on parle de smart charging? C'est parce que le système électrique, il a besoin de flexibilité. Notre électricité, il faut à tout moment qu'on ait autant de production que de consommation. Et puis il y a l'enjeu de nos infrastructures, donc il faut optimiser l'utilisation parce que ça représente aussi des coûts. Donc cette flexibilité, pourquoi on parle de flexibilité? Parce que si vous venez avec votre véhicule électrique, que vous le branchez chez vous à 19h, en fait c'est la période où il y a assez peu en moyenne de production renouvelable. Le nucléaire, il peut pas augmenter magiquement sa production non plus. Donc on va être obligé de faire appel à des centrales à gaz, à charbon, importées ou moins exportées vers nos voisins, vers les pays voisins. Et puis c'est la période où il y a la pointe de consommation au niveau national. Donc c'est quelque chose qui sera coûteux pour le système électrique. C'est aussi la pointe de dimensionnement des réseaux. Donc on projette environ 50 TWh de consommation pour la mobilité électrique en 2035. Vous avez parlé tout à l'heure de 5,9 gigawatts de puissance cumulée des points de charge. Heureusement, les véhicules électriques qu'on a aujourd'hui ne consomment pas tous en même temps ces 5,9 gigawatts, sinon on aurait du mal à multiplier par 10 la flotte de véhicules électriques. Heureusement, c'est une puissance moindre qui est appelée à chaque moment, mais surtout cette puissance, on peut l'appeler au meilleur moment, c'est-à-dire quand les réseaux sont peu utilisés, quand on a une abondance de production renouvelable et quand on n'a pas besoin de faire appel aux interconnexions ou à de la production carbonée onéreuse, surtout en période de crise. Mais même en ce moment, on a des périodes de prix négatifs par l'abondance de production renouvelable. Donc le smart charging, c'est aller chercher ces heures où le coût de l'électricité il est très faible pour se charger à moindre coût pour l'utilisateur et à moindre coût pour le système électrique dans son ensemble. Oui, puis pouvoir laisser tout le monde utiliser l'énergie quand il en a besoin. Les 40 à 50 TWh, donc ça c'est sur la consommation là sur une année, hein. Sur une année à l'horizon 2035, d'après des analyses de RTE. Donc ça correspond à quel pourcentage par rapport à
à la consommation globale en France en électricité? En 2035, ça devrait être peut-être de l'ordre de 10% de la consommation. Oui. C'est pas négligeable, mais à partir du moment où on le place au bon moment, c'est pas une source de coût, une source d'inquiétude majeure pour le système. C'est pas une raison pour se dire. C'est pas 50% non plus, hein, c'est 10%. Oui, 10%. Ouais. C'est de cet ordre-là. Hein, ça dépendra de l'évolution des projections, de l'évolution de la consommation. Il y a d'autres secteurs à électrifier. Peut-être que la consommation augmentera davantage. Donc c'est pas négligeable, mais c'est une consommation qui est particulièrement flexible. La recharge de véhicules électriques, vous pouvez vous recharger la nuit, vous pouvez la voiture, elle peut rester branchée pendant une grande partie de la journée. Potentiellement, on peut recharger le week-end à 14 heures au moment où il y a le plus de production renouvelable et le moins de consommation sur le réseau. C'est quelque chose de flexible, donc c'est pas un sujet d'inquiétude à partir du moment où il y a ce pilotage de la recharge. Et ce pilotage, il peut être simple, il peut être plus intelligent. C'est pour ça qu'on parle de smart charging, il peut même bidirectionnel, on va évoquer ce sujet un peu plus tard. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est une étude comportementale d'Enedis de septembre 2024, 32% des utilisateurs de véhicules électriques déclarent faire un pilotage de leur recharge, c'est-à-dire au moins programmer la recharge en heure creuse, voire faire quelque chose de plus intelligent, de plus élégant. Pas forcément avec des bornes alors intelligentes, hein. Des fois ils le font manuellement. Parfois c'est effectivement manuellement. Alors c'est une charge mentale, on va dire, qu'on peut s'économiser en programmant nativement, en connectant la borne au compteur ou en ayant un opérateur de recharge qui va venir piloter intelligemment. Ah oui. On rentrera dans ces détails. Mais 32%, c'est relativement peu à date. Si on multiplie par 10 le nombre de véhicules électriques et qu'on a toujours que 32% des véhicules qui se rechargent au bon moment, ça veut dire qu'on a 2/3 des véhicules qui vont potentiellement se charger à 19h quand les gens rentrent du travail. Et là, ça peut être problématique pour le système électrique et ça va se répercuter dans les factures des consommateurs. Je disais, c'est un usage très flexible. En moyenne, la distance parcourue par jour par un véhicule électrique, c'est 62 km. 62 km, vous n'avez pas besoin de faire le plein tous les jours, vous n'avez pas besoin de vous charger pendant 8 heures tous les soirs. Donc vous pouvez vraiment choisir le moment optimal pour faire cette recharge. 62 km, c'est au-dessus du véhicule thermique ou pas? Je sais pas. Bon, je veux pas vous poser. Oui, je pense, non, mais on parlait de véhicules thermiques, on parlait de une trentaine de kilomètres. Ouais, donc il y a peut-être un peu plus de kilomètres parcourus avec le véhicule électrique aujourd'hui. Bon, ça dépend des usages aussi. Il y a beaucoup de véhicules professionnels qui sont véhicules électriques. Ça reste des moyennes, ouais, que ça soit 30, 60, voilà. Ok. On va pas regarder l'épaisseur du trait. Peu de kilomètres, quoi. Ouais. Et puis il y avait un dernier chiffre alors, donc vous avez Oui, 85% des utilisateurs de véhicules électriques n'ont pas augmenté leur puissance souscrite quand ils ont c'est-à-dire qu'ils avaient un abonnement avec une puissance auprès de leur fournisseur et auprès d'Enedis ou de leur gestionnaire de réseau local. Ils n'ont pas eu besoin pour installer leur borne de recharge. Souvent, une borne de recharge, ça peut être de l'ordre de 7 kilowatts. Et ben malgré ça, s'ils ont ou s'ils utilisent une prise renforcée, s'ils ont une puissance souscrite de 9 kVA par exemple pour une maison qui chauffe à l'électrique, et ils n'ont pas eu besoin d'augmenter, de passer de 9 à 12 kVA de puissance souscrite parce que la puissance était suffisamment importante et parce qu'ils placent leur recharge au moment de la nuit, au moment où ils ont peu de consommation de leurs autres usages. Donc ça montre qu'il n'y a pas besoin d'augmenter le dimensionnement des réseaux pour accueillir la recharge résidentielle. Il y a d'autres enjeux sur les réseaux, on en parlera tout à l'heure, d'investissement, mais pas pour la recharge individuelle, en tout cas en résidentiel individuel. Il y a des enjeux sur le résidentiel collectif, sur les bornes de recharge ouvertes au public, mais 80-90% de la recharge se fait à domicile. Et donc, quand vous avez une maison et que vous pouvez brancher votre véhicule électrique chez vous, vous n'avez pas besoin d'augmenter la puissance de raccordement, la puissance souscrite de votre abonnement grâce à un simple pilotage de la recharge. Oui, parce que vous avez un enjeu. D'ailleurs, on en parlait hier avec GRDF, sur, vous savez, qui fournissent le gaz, qui sont pas fournisseurs, ils sont distributeurs du gaz, mais effectivement, il y a un double geste, c'est-à-dire qu'on diminue les énergies carbonées. Donc on va diminuer par 2 grosso modo le gaz pour passer plutôt à du gaz vert, mais je vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est le gaz vert. Et puis en plus il y a des nouveaux usages qui sont notamment sur le véhicule électrique. Et donc il faut piloter tout ça. Vous à la commission, j'imagine que vous avez fort à faire sur ces sujets.
Oui, alors c'est plutôt RTE qui se charge de l'équilibrage du système électrique. Nous, on s'assure que le cadre réglementaire régulatoire incite tout le monde à faire son travail de la meilleure manière possible, de la manière la plus optimale, pour en optimiser les coûts pour l'utilisateur et le service rendu. Justement, d'un point de vue réglementaire, au niveau réglementation, est-ce que pour le smart charging, est-ce que vous avez mis des choses en place où il y a des réglementations qui vont venir pousser cette solution? Alors sur le smart charging, donc c'est un pilotage de la recharge. Alors déjà, au niveau du pilotage de la recharge, on n'est pas obligé d'aller directement vers quelque chose de très intelligent. Simplement programmer sa voiture pour qu'elle commence à charger à minuit ou à 14 heures, ou connecter sa borne de recharge au compteur pour avoir le signal des heures creuses comme pour les ballons d'eau chaude, ça fait déjà une partie du travail. Ça, c'est simple à mettre en place. Et même si vous achetez une borne de recharge auprès de votre opérateur qui va après piloter votre recharge de manière intelligente sans que vous ayez rien à faire, c'est quelque chose de simple. La question, c'est est-ce que les incitations à le faire sont suffisamment présentes? Il y a notamment eu une évolution du crédit d'impôt pour l'installation de bornes de recharge à domicile qui maintenant est conditionné au fait qu'on installe une borne de recharge pilotable. Pilotable, voilà, c'est soit je me connecte au compteur, soit je suis capable d'être connecté à Internet pour que un opérateur se charge à ma place, d'avoir un pilotage intelligent, du smart charging. Et puis il y a d'autres sujets sur l'échange des données, savoir quel est l'état de charge de la batterie pour savoir combien d'énergie j'ai besoin pendant ma session de recharge pour pouvoir démarrer la recharge au meilleur moment. Voilà, merci d'avoir posé là le sujet d'un point de vue à la fois réglementaire puis d'avoir donné une vision un peu globale dans la durée. Salim, pour continuer avec vous, quel est l'impact sur l'infrastructure du smart charging, parce que finalement là, si on regarde un focus, on peut parler de la copropriété. Peut-être si on regarde la copropriété, mais pas que. Ça peut valoir aussi dans les bâtiments professionnels. Il y a une infrastructure, et puis ensuite il y a des bornes sur cette infrastructure. Donc j'imagine qu'on distingue les deux sujets. Effectivement, on a beaucoup parlé du système réseau électrique, du sujet du coût du kilowattheure et comment est-ce qu'on peut réduire la facture, le prix de la facture d'électricité pour une même quantité d'énergie récupérée. Mais d'un point de vue hyper local, physiquement, installer des bornes de recharge sur un parking d'entreprise ou un parking de copropriété, ça peut être un vrai défi technique, parce qu'amener de la puissance sur une place, ça nécessite de tirer des câbles qui peuvent être très gros, de devoir tirer ces câbles dans des tranchées qu'il faut du coup réaliser, donc il y a du génie civil à faire. Et donc derrière les sujets de puissance, il y a aussi un sujet de travaux et de comment est-ce qu'on alimente physiquement la borne de recharge sur un parking quel qu'il soit. Donc dans une maison et dans un garage privatif, puisqu'on parlait de cet exemple, c'est entre guillemets souvent plus simple. Mais quand on est sur un immeuble avec un parking extérieur, quand on est sur un parking d'un site industriel avec un très grand parking de plusieurs centaines de places, on peut être amené à faire face à des coûts exorbitants pour pouvoir apporter la puissance, le câble, jusqu'à la borne de recharge. Et donc derrière l'idée du smart charging, nous chez Mob Energy, on intègre aussi cette composante. On le verra tout à l'heure, mais on a développé une solution qui vise à limiter au maximum les travaux de génie civil, les travaux de génie électrique, et de faire en sorte qu'avec un seul câble, on puisse alimenter toute une station. Et donc essayer d'exploiter l'effet d'échelle qu'on peut avoir quand on est avec une station de plusieurs bornes, voire plusieurs dizaines de bornes. Voilà. Oui, donc pas surdimensionné, pas avoir des trop gros câbles, parce que on va pouvoir gérer ça autrement. Absolument. Guillaume disait tout à l'heure que aujourd'hui les bornes de recharge qu'on installe dans des appartements ne nécessitent pas forcément d'augmenter la puissance souscrite, c'est le chiffre qui a été partagé, mais il faut quand même avoir en tête que 7 kW, donc c'est une recharge qu'on appelle normale. Certains considèrent qu'elle est très lente. En fait, c'est la puissance d'un appartement si tous les équipements sont allumés presque en même temps, quoi. C'est la puissance totale qu'un appartement en ville peut globalement utiliser au maximum. Donc, une borne de recharge qui n'est pas le superchargeur Tesla, c'est déjà un gros équipement électrique en termes d'électronique de puissance. Et donc, il y a un enjeu de réussir à gérer cette puissance intelligemment en sachant que 7 kW, ça permet de récupérer en 1 heure de charge 40 km d'autonomie.
grosso modo. On disait tout à l'heure qu'un trajet pendulaire moyen, selon l'étude d'Enedis, c'est 62 km par jour. Donc en 1 heure et demie, j'ai fait mon plein. Et donc, faut-il vraiment des bornes de 7 kW pour tous les collaborateurs d'un parking d'entreprise sur chacune des places? La question se pose. Je vais pas spoiler ce qu'on fait, mais tout à l'heure je raconterai comment on peut répondre à cet enjeu. On va y venir. Alors Gaël, on avait dit aussi maintenant, on a vu là sur l'infrastructure, on peut regarder aussi sur le bâtiment, hein, sur le bâti en lui-même, quels sont les impacts. Ouais, exactement. Donc déjà quelques mots pour commencer sur le groupe Gewiss. Donc on est un fabricant de matériel électrique italien. Voilà, qui est donc d'origine italienne, un groupe familial, 2500 salariés, on est basé dans plus de 100 pays, et donc en France. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est multispécialiste, et donc on est capable d'accompagner nos clients, donc des installateurs de petite ou grande taille, ou des opérateurs de recharge, sur tout le spectre d'un IRVE. Donc un IRVE, ça va être du cheminement de câbles pour amener des câbles, ce qui est très bien, Salim, juste avant. Ça va être une borne de recharge, évidemment, et ça va être tout l'environnement qui vient protéger, organiser les bornes, notamment dans des coffrets électriques. Et donc, on a parlé là juste avant de l'enjeu du smart charging d'un point de vue raccordement, génie civil, mais il y a forcément un enjeu côté bâtiment. Donc c'est sur la slide juste après, voilà. Et donc déjà premièrement, ça va dépendre de quel cas d'usage on parle. Si on est en résidentiel dans une maison individuelle, si on est en résidentiel collectif dans les copropriétés avec souvent des parkings souterrains, ou le cas où on est plutôt sur de la borne en recharge publique ou un bâtiment professionnel, etc. Et ensuite, voilà. Donc il y a le type de bâtiment qui va impacter. Ensuite, évidemment, le type de raccordement et la puissance sur place. Donc il y a en gros deux grands cas d'usage. Le premier, c'est le cas où on dédie de la puissance à l'infrastructure de recharge. Donc on vient séparer les usages. D'un côté, on va mettre de la borne de recharge. De l'autre côté, les usages du bâtiment. Donc là, c'est un cas qui est un petit peu plus simple parce qu'on a beaucoup de puissance et c'est un cas qu'on retrouve principalement dans les bâtiments neufs et dans les installations importantes neuves. Et ensuite, on a un second cas dans lequel on vient mixer les usages et donc il va falloir là mettre beaucoup plus de pilotage intelligent parce qu'on a et le bâtiment et l'IRVE qui sont mixés au même endroit. Et donc la puissance qui est disponible pour l'IRVE, pour les bornes de recharge, va évoluer en fonction du temps. Oui, il faut pas que l'éclairage dans les appartements s'arrête au moment où Alors, tout le monde c'est pas rentre. qu'ils vont s'arrêter, mais c'est que le risque principal, si on met pas de solution intelligente, c'est qu'il y ait des disjonctions, Ouais. et donc que l'appel de puissance d'énergie soit trop important, et donc le réseau électrique, le réseau électrique local du bâtiment va disjoncter, quoi. Oui, Et parce donc, que dans cette seconde solution, effectivement, on rentre à 19h, hein, s'il n'y a pas smart charging, et donc on branche sa voiture et on lance les usages, le lave-vaisselle, le lave-linge et la cuisine. Hein. c'est ça exactement. Donc je vous présenterai après un cas d'usage concret en résidentiel, mais voilà, comme vous le dites très bien, le risque c'est à 20h la télé allumée, le four allumé, on branche également sa borne de recharge. S'il n'y a pas de pilotage intelligent, et ben en fait le logement va disjoncter. Donc c'est jamais confortable et ça peut effrayer et pas être très pratique. Voilà, donc ça c'est pour les cas d'usage sur les bâtiments. C'était crypti, il y avait d'autres choses. Non, c'est bon. C'était à peu près clair. J'en profite, hein, comme c'est crypti, vous savez, cher public, à la fin de la conférence, vous envoie un questionnaire satisfaction et vous retrouverez et même vos tableaux. Hein, Bernard était un peu petit aussi. Vous retrouverez toutes les présentations qui vous seront envoyées par email avec tous les chiffres clés qui vous seront donnés et les infos sur les tableaux. Alors pour continuer, on va rentrer donc. Là, on avait dit qu'on ferait un état des lieux et qu'on rentrerait après dans les solutions. Hein. Là, on aborde donc du coup un peu cette étape de solutions. Guillaume, la question que je voulais vous poser, c'est quelles sont les recommandations de la Creux sur le smart charging, en tout cas sur ces solutions.
Oui, alors la Creux a publié un rapport fin 2023 sur le déploiement de la mobilité électrique et Mettez bien le micro. Oui. tous les enjeux autour de l'insertion sur le réseau et dans le système électrique de la recharge des véhicules. Il y a deux grands sujets, il y a le raccordement des bornes de recharge et il y a le pilotage de la recharge au meilleur moment pour le système électrique. Sur le raccordement, je disais tout à l'heure, effectivement, dans le résidentiel individuel, on utilise le même point de raccordement pour la borne et pour la maison. C'est facile, la puissance elle est là. On n'utilise pas la puissance au même moment entre la borne de recharge et le logement. Dans le résidentiel collectif, effectivement, c'est pas sur la prise de l'appartement qu'on vient brancher la borne de recharge. C'est dans le parking, c'est un raccordement dédié et ça équivaut, comme disait Salim, à doubler la puissance de raccordement de l'immeuble. Si toutes les places de parking, autant de places que d'appartements, c'est comme si on multipliait par 2 le nombre d'appartements de l'immeuble. Donc là, ça génère des coûts pour le réseau électrique. C'est une partie importante. Et Enedis estime que il faudra investir de l'ordre de 500 millions d'euros par an d'ici 2035 pour le raccordement des bornes de recharge. C'est principalement porté par les bornes de recharge haute puissance sur les autoroutes par exemple et par le raccordement des bornes de recharge dans le secteur résidentiel collectif, donc dans les parkings d'immeubles. Et donc dans les parkings d'immeubles, on a les parkings intérieurs, on a les parkings extérieurs. C'est des travaux, c'est des coûts et voilà, au niveau de la puissance de raccordement, il n'y a pas toujours cette mutualisation, cette optimisation. Sur le raccordement, donc dans les immeubles, dans les copropriétés, il y a plusieurs solutions qui ont été présentées. La solution où on met un compteur sur chaque place de parking, on étend le réseau public et après chaque utilisateur a la liberté de choisir son propre fournisseur, d'installer la borne de son choix. Là, chacun a sa puissance de recharge et on additionne. Alors il y a quand même un foisonnement, on fait des choses de manière un petit peu intelligente, mais à date, on n'a pas encore un retour d'expérience suffisant pour bien optimiser le dimensionnement et le foisonnement entre les véhicules entre eux et entre les véhicules et la puissance appelée par les appartements. D'où l'importance déjà d'avoir un pilotage au moins heure pleine heure creuse pour que ces usages, ces recharges ne se déclenchent pas en même temps que la pointe de consommation de l'immeuble. Donc il faudra aller vers quelque chose de plus fin, de plus intelligent pour ce type de raccordement-là. Et on a une autre solution de raccordement qui est de faire appel à des opérateurs qui viennent équiper l'ensemble du parking. Les deux solutions ont des possibilités d'être préfinancées, donc de ne pas avoir de frais à avancer par la copropriété. Donc c'est les copropriétés qui choisissent laquelle de ces deux solutions est la plus optimale pour eux. Lorsque c'est un opérateur qui vient équiper l'ensemble du parking, il a la possibilité de mutualiser la puissance de raccordement pour chaque borne. C'est-à-dire que s'il installe 10 bornes de 7 kW, il pourra mettre peut-être que 35-36 kW en raccordement parce qu'il sait qu'il va pas faire charger tous les véhicules au même moment. C'est l'optimisation de la puissance dont on parlait tout à l'heure. Il y a donc cette mutualisation entre les véhicules et potentiellement un raccordement qui peut être donc un peu plus intelligent, en tout cas un foisonnement géré, piloté entre les véhicules, mais à date pas de foisonnement, pas de pilotage qui tienne compte de la puissance consommée par les habitations dans l'immeuble. Donc c'est aussi vers là qu'on doit aller, développer des offres de raccordement qui soient flexibles. C'est pas le seul cas d'usage, mais c'est un cas d'usage important des offres de raccordement intelligentes où on viendrait faire le minimum de travaux possible tout en permettant aux bornes de recharge d'appeler la puissance nécessaire au moment où elle est disponible, mais que on accepte de baisser un peu la puissance de charge au moment où le réseau est saturé. Ouais. Ça peut permettre de faire des économies et il y a effectivement des acteurs qui viennent faire des optimisations pour aller plus loin que la simple mutualisation de la puissance entre les bornes de recharge. On peut installer des batteries, on peut installer d'autres outils de flexibilité pour mutualiser. On peut avoir de la production locale si on a des ombrières photovoltaïques. Là, je parlais du segment résidentiel collectif, mais ça vaut aussi pour installer des bornes de recharge sur un parking de supermarché, des bornes ouvertes au public. Il y a des optimisations qui sont possibles. Il faut aller les chercher parce que c'est une part importante des coûts. Et il faut aussi que les incitations à faire cette optimisation soient présentes.
La première étape pour cette optimisation, c'est avoir l'information sur quelle est la puissance disponible sur le réseau. Jusqu'à combien je peux demander en raccordement avant que ça génère un palier, des coûts supplémentaires. Cette information, voilà, c'est le gestionnaire du réseau qui en dispose et qui la communique aux utilisateurs avec des cartographies, des données de capacité disponibles sur le réseau. Ça permet de choisir soit la localisation, l'emplacement de mes bornes de recharge ouvertes au public, soit pour ma copropriété ou pour mon entreprise, mon dépôt, de calibrer ma puissance de raccordement au bon niveau pour optimiser les coûts. Ça, c'est un premier aspect. Et l'autre aspect, c'est l'incitation économique à faire cette optimisation. Aujourd'hui, il y a des dispositifs de réfaction des coûts de raccordement, de subvention d'une partie des coûts du raccordement au réseau électrique, donc qui ne sont pas apportés par l'utilisateur final. Donc, ça a donné un boost pour le développement de la filière. Malheureusement, ça atténue le signal économique, l'incitation à aller mettre des batteries, à aller faire quelque chose de plus intelligent, à faire ce pilotage de la recharge. Et donc, voilà, ce dispositif, il était bienvenu à une période où on avait besoin d'assurer un maillage du territoire. Maintenant, il faut peut-être repenser les mécanismes de soutien pour avoir quelque chose qui se dirige plus vers le nombre de points de charge plutôt que sur la puissance de raccordement ou les coûts de raccordement pour inciter à cette optimisation dans les cas où il y a besoin d'une optimisation. Il y a des endroits où la capacité du réseau, elle est disponible, il n'y a pas de souci. Mais localement, il peut y avoir des disparités de coûts et des endroits où l'optimisation est vraiment la bienvenue. Sur la VER, là, vous fléchez les aides, parce qu'il y a des aides vous fléchez les aides en fonction du type du smart charging, du type. C'est pas nous qui prenons la décision. Ouais, nous sommes les gestionnaires du Ouais. programme à devenir. Et on essaie de gérer au mieux suivant les règles qui nous sont données. Ouais. Sur la flexibilité aujourd'hui, donc c'est heure pleine, heure creuse. Est-ce qu'il y a des évolutions qui vont être prévues de manière que ce soit plus fin, alors sans dévoiler, je veux pas vous mettre mal à l'aise non plus, mais en disant tiens à partir de 11h, on va payer 2 fois plus cher parce qu'à ce moment-là, et donc là les particuliers, les entreprises vont devoir gérer leurs dépenses de manière différente, de manière beaucoup plus fine. Alors c'est le deuxième volet des recommandations apportées par la CRE dans ce fameux rapport. On a effectivement d'un enjeu de pilotage, on a parlé des besoins de flexibilité du système électrique. On a besoin qu'un maximum de véhicules, lorsqu'ils se rechargent, fassent preuve de flexibilité, au moins se rechargent aux heures creuses. Donc la CRE a déjà travaillé, ça a été annoncé, à une réforme, une mise à jour, en tout cas du placement des heures creuses, qui va être mis en œuvre par Enedis, pour avoir davantage d'heures creuses placées de manière optimale, et notamment aux périodes de pic de production photovoltaïque. On aura entre 2 et 3 heures creuses, au moins en été, tout le monde pour se recharger au moment où on a des périodes, entre autres, de prix négatifs ou nuls, en tout cas une électricité abondante. Donc il y aura plusieurs plages d'heures creuses sur 24 heures. Alors C'est-à-dire avant, il y en avait qu'une seule. Hein, c'est pour. Ça dépend des gens. Il y a déjà des gens qui ont des heures creuses en journée et des heures creuses la nuit. Ouais. Maintenant, on aura tout le monde, au moins en été. Ça sera peut-être différent selon les saisons, parce que si vous êtes, par exemple, dans une grande agglomération, il n'y a pas forcément beaucoup de production photovoltaïque à proximité. Donc pour le réseau, c'est pas forcément optimal en hiver, pendant la pointe de consommation, d'augmenter la pointe à 14 heures. Mais au moins en été, quand le réseau est pas saturé, vous aurez des heures creuses en journée. Alors ce sera peut-être à partir de 11h, ce sera peut-être à partir de 14h ou de 15h. Ça dépendra localement des besoins du réseau, mais tout le monde aura des heures creuses à ce moment-là quand on est dans un tarif simplement heure pleine, heure creuse. Le tarif heure pleine, heure creuse, c'est vraiment le B à bas, le niveau 1 voire niveau 0 du pilotage de la recharge de véhicules électriques. C'est indispensable d'avoir au moins ce niveau-là pour le système électrique, pour éviter ces coûts pour le réseau, ces coûts pour la production, le système électrique. Ce pilotage, je l'ai dit tout à l'heure, il peut se faire à partir d'une programmation simple dans la borne. Il peut se faire en connectant le véhicule au contact sec du compteur Linky, mais il n'y a même pas besoin d'avoir un compteur Linky pour avoir le contact sec. Les chauffe-eau étaient pilotés en heure creuse bien avant qu'on ait des compteurs intelligents. Et puis ça peut se faire aussi par une programmation par un opérateur qui pilote la borne de recharge par Internet. Ça, c'est sur les offres heure pleine, heure creuse. Ensuite, il y a le sujet de l'incitation économique. Est-ce que le prix des heures creuses va être beaucoup moins cher que le prix des heures pleines? La réforme qu'on a mis en œuvre va aller chercher des heures où les prix sont plus faibles sur les marchés, parce que abondance de production photovoltaïque, à terme, ça pourrait aboutir à créer des opportunités pour avoir des prix moins chers
en heure creuse qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et l'évolution du TURP, du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, le tarif d'acheminement de l'électricité, va aussi, à partir du 1er août, augmenter cette différence entre les heures pleines et les heures creuses. Donc les signaux vont dans le bon sens pour inciter vraiment. Il faut que les fournisseurs s'en emparent pour qu'ils répercutent les différences de prix, les différences du tarif d'acheminement dans leurs offres de fourniture et potentiellement qu'ils fassent des offres plus intelligentes que juste 8 heures d'heure creuse, 16 heures d'heure pleine. Il y a des fournisseurs qui commencent à créer des offres avec des heures super creuses pour vraiment charger son véhicule électrique au meilleur moment, ou des offres de recharge où vous préoccupez pas du prix de l'électricité, il varie pas, vous avez le même prix tout le temps. Par contre, vous nous laissez piloter votre borne de recharge et nous, on va aller placer la recharge au meilleur moment et on vous partagera les gains permis par la flexibilité. Et ça, il y a pas juste les heures creuses, il y a plein de manières de valoriser la flexibilité du système électrique, de la recharge pour le système électrique. Ça passe par le mécanisme d'ajustement, les prix de marché effectivement qui changent toutes les heures ou tous les quarts d'heure. Ça passe par les services systèmes qu'on peut potentiellement rendre à RTE. Il y a plein de manières de valoriser cette flexibilité en temps réel avec un pilotage intelligent. Mais pour ça, il faut avoir une borne qui soit connectée à Internet pour faire cette optimisation. Là, vous faites la transition toute trouvée là pour à la fois on voit le smart charging et on voit aussi le stockage, c'est-à-dire que j'ai de l'énergie à des moments, c'est ce que vous décrivez, et il faut que je peux la stocker, et donc c'est ces deux sujets qu'on va continuer à aborder dans des cas concrets. Alors peut-être Gaël, on avait dit que ça serait bien de continuer de donner des cas d'usage du smart charging, et qu'on aille un peu dans le détail, et puis ensuite on va voir la partie effectivement stockage avec vous Mob Energy aussi, parce qu'on voit que finalement c'est ces deux enjeux, smart charging, pilotage et puis stockage. Ouais, exactement. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le smart charging c'est vraiment un concept très large et qui peut avoir plein de réalités techniques et forcément des réalités économiques différentes. Donc ce que je vais faire juste après, c'est que je vais vous présenter deux cas d'usage concrets. Un cas en résidentiel où je vais présenter une borne, ce qu'on sait faire en termes de bornes dans un environnement résidentiel pour mettre en place du smart charging. Et un deuxième cas sur un environnement plutôt tertiaire, industrie, donc plutôt l'exemple d'un parking d'entreprise qui s'équiperait de plusieurs bornes. Donc juste pour rappeler les différents niveaux de smart charging qu'on peut avoir, le niveau 0, si on peut dire, c'est on met une borne, on l'aligne plus ou moins avec le véhicule qu'on a sur à recharger, et voilà, c'est vraiment le niveau 0. On va pouvoir à la rigueur baisser ou augmenter la puissance de la borne, c'est ce qu'on appelle un bridage statique de la puissance. Mais on regarde pas du tout ce qui se passe côté bâtiment et on regarde pas du tout ce qui se passe au niveau de la période de recharge. Le niveau suivant, c'est de venir mettre en place, comme le disait Guillaume, des plages horaires. Et donc là, on va plutôt s'orienter vers soit un asservissement avec les heures creuses, ou alors simplement via une application, un paramétrage, on va prioriser le démarrage de la recharge à un certain moment. Et puis après, quand on veut rendre les choses un petit peu plus intelligentes, on va commencer à regarder ce qui se passe au niveau de la puissance disponible côté bâtiment. Donc ça va être dans un logement pour éviter de dépasser la puissance, ça va être dans une entreprise pour essayer de mutualiser les usages avec du stockage, avec du photovoltaïque, etc. Donc il va falloir que techniquement il y ait quelque chose qui donne l'information à la borne, et que la borne soit capable de dire d'accord, je veux envoyer tant de kilowatts, mais j'ai tant de kilowatts disponibles. Et puis après, si on veut aller encore plus loin, le smart charging, ça peut aller très très loin. On peut commencer à regarder quels sont les besoins de recharge, c'est-à-dire la personne, l'utilisateur qui est branché, à quelle heure il a besoin d'être rechargé. On pourrait imaginer un transporteur, par exemple, qui va dire, moi, je veux pas que le camion, il soit rechargé à 8 heures du matin, je veux qu'il soit rechargé à midi, puisque je sais qu'il va partir en tournée à midi. On pourrait regarder, comme l'a très bien expliqué Guillaume, les signaux réseau, donc, est-ce que ça arrange, entre guillemets, ou pas, le réseau de lancer la recharge à ce moment-là? Et enfin, il y a toute la dimension prix. Donc là, ça va être recharger au meilleur moment,
pour que ça coûte moins cher à l'utilisateur, qu'il soit un particulier ou une entreprise. Donc là, je vais zoomer sur la partie vraiment pilotage énergétique, juste d'un point de vue puissance, qui est un cas d'usage assez simple, mais qui est un cas d'usage vraiment intéressant parce qu'il coûte pas cher et il permet de faire des économies. Oui, parce que là, ce que vous dites sur la précédente diapo, c'est là on regarde ce qui se passe sur le réseau, ce qu'on peut avoir comme énergie, mais aussi on regarde les usages. Et ça, c'est aussi important sur le smart charging, c'est-à-dire qu'on va piloter à quel moment j'ai besoin de me recharger, je vais pouvoir déclarer certaines choses, à quel moment le bâtiment va consommer. C'est ça, on se place vraiment, quand on regarde les usages, on se place vraiment d'un point de vue service rendu, et on regarde à quel moment l'utilisateur a vraiment besoin d'être rechargé. Et donc, on s'interface avec le bâtiment, le réseau, etc. Mais on va pas charger trop tôt, on va charger juste au bon moment pour que l'utilisateur puisse partir avec sa batterie pleine. Ce qui est important de comprendre avec le smart charging, c'est que forcément, techniquement, on sait faire plein de choses, mais il faut toujours mettre en regard avec le budget et le coût de cette infrastructure. Forcément, plus les choses sont compliquées et intelligentes, plus elles coûtent cher, plus elles sont difficiles à maintenir et plus elles vont être longues à amortir. Donc même si on vient faire des petits gains, il n'y a pas forcément besoin de mettre des solutions hyper élaborées parce que il faut que la réalité économique est que le client doit s'y retrouver et que voilà. Donc si on prend le cas du résidentiel, tout à l'heure on parlait du chiffre de 85% de clients qui ne changent pas la puissance de leur abonnement. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ils n'ont pas une puissance illimitée dans leur logement. Si on prend le cas d'un abonnement classique 9 kVA par exemple, quand on vient mettre une borne de 7 kW dessus, en fait on se rend bien compte qu'on a très peu de marge de manœuvre. Et donc le soir, quand toute la famille est à la maison, le four est en route, la télé est en route, la climatisation, que sais-je, et ben en fait on a très peu de puissance disponible. Donc le risque, c'est soit de devoir augmenter son abonnement, soit de créer des disjonctions. Et donc ce qu'on a développé chez Gewis, c'est la possibilité de venir raccorder la borne au compteur Linky, qui est le compteur intelligent déployé quasiment à 100% dans les logements français. Et donc on a développé un module en s'appuyant sur Enedis. Je vois des gens d'Enedis dans la salle qui vont être ravis. Et donc on a développé un petit module qui est capable de lire un signal qui est émis par le Linky, qui s'appelle le TIC, la téléinformation client. Et donc ce signal, il vient dire à la borne en permanence, attention, je suis en train la puissance consommée par le logement s'approche de la puissance maximale souscrite. Et donc la borne, elle va venir elle va prendre en compte cette information et elle va abaisser sa puissance. Ça veut dire que si il n'y a aucune consommation dans le logement, la borne va pouvoir délivrer 7 kW de manière maximale. Si par contre, à 20 heures, il y a beaucoup de consommation, elle va abaisser sa puissance temporairement pour éviter les disjonctions. Donc c'est un gain, ça a des avantages pour l'utilisateur parce qu'il n'a pas à changer son abonnement, et ça a aussi des avantages pour l'électricien qui va venir raccorder la borne, c'est qu'il a peu de modifications sur l'infrastructure électrique à effectuer. Il va simplement se connecter avec le compteur Linky et de manière très automatique, tout ça va être géré. On a également d'autres cas d'usage dans le cas où le compteur Linky est pas très accessible. C'est notamment le cas en résidentiel quand on a des cas avec le branchement type 2. Donc le compteur Linky qui est en bordure de propriété, en bordure de jardin. Ça peut être compliqué d'aller chercher le compteur Linky. Et donc dans ce cas-là, on utilise des tors de mesure qu'on vient mettre au plus près du tableau électrique. Et donc en quelque sorte, les tors de mesure viennent se substituer à ce fameux compteur Linky. Cette borne, le fait qu'elle soit pilotable, ça lui permet d'être éligible au crédit d'impôt pour le particulier, et donc le particulier il gagne de l'argent puisqu'une partie de son installation de borne de recharge va être déductible d'impôt. Donc c'est assez intéressant. Et si on parle d'heures creuses, heures pleines, cette borne, on est aussi capable de venir choisir des plages horaires. Donc juste avant, là, je parlais de puissance. On peut aussi déterminer à quel moment on se recharge. Et donc on peut ajouter des plages horaires en les calquant sur les heures creuses, heures pleines de son abonnement. Et donc la borne ne démarrera que quand
quand c'est le plus intéressant économiquement pour le logement. Donc ça, c'était le premier cas sur le résidentiel. Guillaume, vous voulez préciser quelque chose? Non, on peut peut-être faire un petit focus sur les données justement disponibles dans le compteur Linky. Oui. J'ai une petite slide qui présente ça avec. Ok, bon, on va le regarder. Oui. Dans le compteur, le signal du contact sec qui est utilisé pour l'asservissement des chauffe-eau, qui permet d'avoir le signal on/off lié aux heures pleines et aux heures creuses. Et il y a donc cette téléinformation client qui donne plein d'informations utiles pour le pilotage plus intelligent de la recharge, la puissance soutirée instantanément par le compteur, au niveau du compteur, ce qui permet justement de moduler la puissance de recharge plus ou moins pour ne pas dépasser la puissance souscrite. La puissance souscrite qui est aussi une donnée communiquée par la téléinformation client, et vous pouvez aussi avoir plein d'informations utiles pour votre utilisateur, les index de consommation, l'état de contact virtuel et le contact sec, effectivement le signal heure pleine heure creuse, comme ça on sait quelles sont les différentes plages temporelles. Si vous avez une offre de fourniture un peu plus élaborée que heure pleine ou heure creuse, ces informations peuvent être disponibles par la téléinformation client. Et c'est une partie des données utiles pour un pilotage optimal de la recharge. Il y a le deuxième schéma sur cette slide, toutes les données donc qui viennent du compteur, mais il y a aussi les données qui viennent du véhicule, notamment de la batterie du véhicule, savoir quel est l'état de charge de la batterie, pour justement savoir combien de kilowattheures j'ai besoin pour être chargé au niveau où mon utilisateur va vouloir être chargé. Si je sais qu'il a besoin de faire 100 km demain, qui part à 6 heures du matin, eh ben je vais faire en sorte de démarrer la recharge, et que je sais qu'il est à 50% de taux de charge, eh bien je vais démarrer la recharge au meilleur moment pour lui donner l'énergie suffisante pour son déplacement. Donc c'est un panorama de données d'acteurs différents. Généralement c'est le constructeur automobile qui a les données de la batterie. Il y a des données qui c'est Enedis à travers le compteur et qui sont accessibles avec un petit boîtier. Ça peut être un émetteur radio Linky, on appelle ça comme ça, qui permet de lire les informations de la téléinformation client et de la partager à différents outils de pilotage de la consommation, notamment des bornes de recharge. Mais ça peut avoir plein d'autres usages. Oui, on voit tous les usages qu'il peut faire autour du compteur. Est-ce que de la même manière, si c'est programmé dans la borne, qu'il va y avoir une recharge à 6 heures, ça remonte dans le réseau et Enedis a l'information un peu de toutes les bornes toutes les voitures qui vont venir se charger à telle heure? Alors ça non, par contre il y a d'autres mécanismes qui font que le fournisseur d'électricité de la maison ou de la borne de recharge va en amont acheter sur les marchés la veille l'électricité heure par heure, quart d'heure par quart d'heure, et dire voilà quel est mon portefeuille de clients, je prévois qu'il va consommer tant. Donc ça permet à RTE, aux moyens de production, aux moyens de stockage, d'optimiser à quel moment est-ce qu'il va falloir fournir l'électricité nécessaire. Ça se fait en amont, c'est pas une remontée par le compteur, c'est le fournisseur qui s'occupe de son optimisation. Ça fait partie du fonctionnement des marchés de l'électricité. Alors, revenons Gaël pour vous là sur. Merci Guillaume pour cette précision, c'était important. Revenons sur ce sujet alors des cas d'usage. Voilà, le second cas d'usage que je vais vous présenter, c'est un cas d'usage de smart charging en tertiaire. Donc ça peut être un parking d'entreprise, un bâtiment professionnel. Et donc, en général, c'est des cas où il y a plusieurs bornes qui sont installées. Et donc, dans ce cadre-là, on veut, comme on l'a dit précédemment, essayer de limiter la puissance totale des bornes. Pourquoi on veut limiter cette puissance totale ? Parce que l'abonnement, la puissance disponible sur le bâtiment est pas forcément illimitée. Et surtout, si on ne limite pas la puissance, on va venir dimensionner une infrastructure avec des puissances de raccordement extrêmement élevées, et ça va avoir un coût très important pour l'utilisateur et le gestionnaire du parc. Donc il y a plein de façons de faire du smart charging, mais je vais vous en présenter une. C'est la technologie qui a été développée par Gewis qui s'appelle MultiCP. Et donc le principe de MultiCP, c'est de pouvoir faire du smart charging entre plusieurs bornes de recharge sans ajout de contrôleur externe. Donc comme le disait Guillaume précédemment, il est possible de gérer la smart charging par un opérateur externe. Donc c'est là une supervision cloud qui va venir dicter aux bornes quelle puissance elles peuvent utiliser.
mais il est également possible de le faire en local, sur les bornes, et ça a pas mal d'avantages, déjà économiques, au niveau de l'évolutivité et au niveau de l'installation. Ça limite le nombre d'acteurs, ça limite les opérations de maintenance, et donc un électricien sur un petit parking sur lequel il va vouloir déployer une nouvelle infrastructure de recharge, il aura simplement à paramétrer les bornes, il n'y aura pas d'ajout de matériel externe important ou de connexion à un cloud qui fait intervenir un nouvel acteur, qui vient faire intervenir des logiques de connexion internet, etc. Et voilà, donc le cas il est assez simple. Je vais prendre un exemple avec des chiffres ronds pour que tout le monde comprenne. Admettons, on installe 10 bornes sur un parking de 7 kW. Théoriquement, ces 10 bornes, si elles sont branchées, si elles accueillent tout en même temps un véhicule électrique, elles devraient soutirer 70 kW. 70 kW, ça peut être trop pour plein de raisons, parce que il n'y a pas 70 kW disponibles au niveau de l'abonnement du client, parce que 70 kW, c'est un cas qui arrivera très peu de fois, à 8 heures le matin quand tout le monde vient se brancher, à 14 heures quand tout le monde revient de la pause déjeuner. Et surtout, dimensionner une infrastructure à 70 kW, ça veut dire mettre des câbles qui supportent ces 70 kW, ça veut dire mettre des armoires électriques qui sont dimensionnées en concordance avec ces 70 kW, et donc ça a un coût. Et donc, un cas d'usage, ça pourrait être de dire, ok, je ne veux pas que ces bornes, elles consomment 70 kW au maximum, je veux qu'elles consomment 40 kW. Donc la première borne, elle va venir se brancher, elle va prendre 7 kW, la suivante 7, etc. Et donc passer 4 ou 5 bornes, on va avoir la sixième, qui va faire que la puissance totale de l'infrastructure atteint les fameux 40 kW qu'on ne veut pas dépasser. Et donc, la technologie multi-CP, elle va venir répartir la puissance entre les bornes, elle va comprendre qu'elle est en train de dépasser ces 40 kW, et donc chaque borne va abaisser sa puissance. Donc au lieu d'envoyer 7 kW au véhicule, elle va plutôt envoyer 6, 5, 4, etc. Et quand les 10 bornes seront branchées, parce que les 10 véhicules seront en train de recharger, et ben en fait les bornes ne vont envoyer que 4 kW. Si un véhicule finit de se charger ou se débranche, automatiquement toutes les bornes vont ajuster la puissance maximum. Donc ça c'était le cas simple, donc ce qu'on appelle le DLM statique, mais on peut aller également un peu plus loin, le DLM dynamique. Et donc là, ces 40 kW, ils sont pas fixes, ils vont changer en permanence parce qu'on est dans une copropriété où on mixe des usages, parce qu'on est sur un bâtiment industriel qui utilise des machines et une consommation pour sa production. Et donc là, on va, de la même façon qu'en résidentiel, on va venir chercher la puissance disponible, soit via le compteur Linky, soit via des tors de mesure. Notamment sur les puissances assez importantes, on est obligé de passer sur des tors de mesure, parce que parfois on va avoir 100, 200 ampères, 400 ampères de puissance. Et de la même logique, voilà, les bornes vont venir adapter leur consommation. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est évolutif. Donc on va avoir par exemple 3 bornes au départ, et puis après l'industriel ou l'entreprise va venir faire évoluer le parc. On va pouvoir rajouter des bornes de manière très facile, ce sera quasiment invisible pour les utilisateurs, qui par définition restent branchés très longtemps. Donc abaisser la puissance, c'est pas un problème, il faut toujours mettre en regard le temps de stationnement avec la puissance à délivrer. Nos clients, c'est assez marrant parce que ils nous demandent toujours la puissance maximum, les bornes les plus puissantes, mais quand on leur demande mais combien de temps restent vos utilisateurs, en fait ils nous disent il reste 8 heures, donc voilà, et dans le même temps ils sont pas prêts à payer pour des bornes très puissantes et très coûteuses. Donc il faut toujours mettre en regard le besoin réel du client, il faut toujours dimensionner entre guillemets au moins puissant et au moins coûteux, sinon en fait on vient faire de la surpuissance, et en fait l'infrastructure IRVE elle est très difficile à amortir, et donc le client ne s'y retrouve pas. Voilà. Dernier point là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une solution qui est totalement hors ligne, et donc ça fonctionne qu'il y ait une connexion internet ou pas. C'est totalement compatible avec une supervision externe. Souvent, les entreprises, quand elles vont avoir beaucoup de bornes, elles vont avoir tendance à vouloir gérer ces bornes, connaître leur état, gérer des badges d'accès, connaître la consommation de chaque utilisateur, etc.
Parfois, il y a aussi des solutions de paiement qui sont mises en place pour venir facturer directement l'utilisateur de la recharge. C'est totalement compatible. Il faut simplement, nous, quand on échange et qu'on déploie le projet, on se met en interaction avec le superviseur et on lui dit, bah voilà, on gère la partie smart charging en local, vous n'avez pas à la gérer. Par contre, vous faites votre travail de remontée d'informations de votre côté. Donc tout ça est parfaitement compatible et voilà, ça permet de déployer des solutions IRVE intelligentes, mais amortissables dans le temps parce que économiques. Une question d'Eric qui quand il y a plusieurs types de bornes différentes, j'imagine là c'est le cas d'une copropriété, hein, si j'ai des bornes d'une marque, des bornes d'une autre marque, est-ce qu'on arrive à gérer ce smart charging? Oui, bien sûr. Alors là, la solution que j'ai présentée, c'est la solution propriétaire, donc qui ne fonctionne que avec nos bornes. Mais quand il y a plusieurs bornes, il y a plusieurs façons de faire. Donc soit on met un contrôleur externe multiborne qui est capable de gérer les différents fabricants. Et donc on va faire exactement ce que j'ai présenté, mais avec un contrôleur externe. Forcément, le coût sera plus important. Il est aussi possible de le faire avec à travers le superviseur, donc à travers le protocole OCPP. Et donc c'est le superviseur qui va venir donner l'information aux bornes sur la puissance à délivrer. Voilà, il y a des solutions. Il y a aussi certains opérateurs en copropriété qui utilisent des systèmes d'automates un peu plus conventionnels qu'on trouve dans l'industrie. Voilà, il y a plein de façons de faire. Tout ça peut être multifabricant. C'est le principe de l'OCPP et de l'interopérabilité entre les bornes. Voilà, mais merci pour ces deux présentations là, c'est très parlant. Effectivement, il faut toujours mettre en regard les investissements que je fais, les usages que je veux avoir. Parce que c'est pas toujours nos limites en termes de dépenses. Maintenant, Salim, on va regarder parce que merci à vous, hein, vous êtes répartis la manière parce que dont vous alliez présenter les choses. On va regarder maintenant la partie stockage, hein, et donc parce que on peut rajouter, on rajoute du stockage. On a vu qu'à des moments, dans des pointes de production de photovoltaïque, ce sera pas le cas aujourd'hui, hein, à Paris, et du coup, mais quand il fait en été, il fait beau, et donc du coup, est-ce qu'on peut stocker et comment on peut stocker et comment on met ça dans le smart charging, oui. Ouais. Donc quelques mots sur notre entreprise. Donc bonjour à tous et merci de l'invitation. Donc nous on est Mob Energy. Moi je m'appelle Salim. Je suis l'un des cofondateurs. On a lancé ce projet en 2018. Aujourd'hui on est une entreprise industrielle basée à Lyon, 60 personnes, et notre métier c'est de concevoir, de fabriquer et d'exploiter des systèmes qui vont permettre de faciliter le déploiement de bornes de recharge, permettre à des bâtiments de mieux gérer leur puissance électrique. Donc je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, c'est des sujets absolument passionnants. Nous, on est assez spécialisé sur le segment entreprise. Donc on n'a pas de projet en copropriété, pas encore en tout cas, même si il y a des défis qui sont très similaires. Donc nous, on vend et on installe des systèmes pour des clients qu'on voit par exemple sur la droite. Avant d'arriver sur nos solutions, je veux juste revenir un peu. Alors c'est un peu notre pitch commercial, si on peut aller sur la slide suivante, mais il faut avoir en tête qu'aujourd'hui les entreprises, premièrement, elles sont en train d'électrifier leur flotte parce qu'elles veulent le faire, mais elles sont aussi un peu poussées à le faire. Il y a une obligation d'électrifier sa flotte et il y a une obligation d'électrifier son parking parce que pour adopter le véhicule électrique, il faut des bornes de recharge. Donc, il y a une loi qui impose un certain quota de places à équiper et il s'avère que pas mal d'entreprises n'ont pas atteint leurs objectifs. Et ça, c'est lié, à nos yeux, selon notre analyse, depuis ces années qu'on travaille sur ce sujet, c'est lié à des vrais défis techniques qui font que installer une borne de recharge, ça bouleverse le bâtiment. En fait, c'est très cher, ça prend beaucoup de temps. C'est parfois, on en parlait tout à l'heure, plein d'acteurs qui vont essayer d'apporter des briques de solutions. Et donc, il y a des entreprises qu'on rencontre tous les jours qui nous disent ma flotte arrive dans quelques semaines, quelques mois, j'ai pas encore de bornes et je viens de me rendre compte que, en fait, installer des bornes de manière traditionnelle, ça va demander 1 an. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des travaux très lourds à faire. J'ai des tranchées, on en parlait tout à l'heure, sur des dizaines, voire des centaines de mètres. Je dois repenser l'architecture électrique de mon bâtiment, rajouter des armoires électriques, redispatcher de la puissance à certains endroits. Et puis les parkings, c'est pas souvent l'endroit qu'on équipe on passe pas sa vie sur un parking d'entreprise, donc c'est pas l'endroit qui a été optimisé pour avoir des arrivées électriques à tous les coins du parking.
Parfois, on a des enjeux de puissance, on en a parlé beaucoup, donc le bâtiment doit augmenter sa puissance souscrite, voire même demander à Enedis d'augmenter cette puissance. Et là, on peut aller sur des délais importants, même si Enedis est de manière générale le réseau électrique français est l'un des meilleurs au monde. Ça reste des temps qui peuvent être très longs. On parlait tout à l'heure de 500 millions d'euros à investir chaque année jusqu'à 2035, c'est ça. Donc, c'est des investissements qui sont colossaux. Et puis, il y a un dernier enjeu pour mais c'est vrai pour les particuliers, je pense, c'est que on a beaucoup d'entreprises qui se posent plein de questions sur le véhicule électrique, qui ne savent pas comment la flotte va prendre, comment les usages vont prendre. Parfois, des entreprises envisagent de déménager. Et donc, on se dit, est-ce que je vais vraiment investir dans ce projet qui peut coûter des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros, alors que dans 2-3 ans, je vais peut-être partir. Et puis, il y a des situations aussi entre le locataire et le bailleur, donc des situations très compliquées. Et encore une fois, je le redis, la borne de recharge, ce petit sujet de la prise qu'on veut mettre sur le parking, en fait, ça bouleverse le bâtiment pour les raisons techniques et les raisons financières qu'on a évoquées. Pour donner un chiffre, une borne de recharge, je connais pas vos tarifs, mais on va probablement bosser ensemble. Donc, je les apprendrai à un moment donné. Une borne de recharge, on va dire que ça coûte, une borne de recharge normale, pas un superchargeur, on va dire que ça coûte 1000, 1500, 2000 euros. Ok, dépendamment de ce qu'on y met, de la qualité du produit, etc. Pour l'installer sur un parking d'entreprise extérieure, on va rajouter 2000 euros, parfois 3000, parfois 5000, parfois 10 000 euros pour ce point de charge. C'est les travaux de VRD, des choses comme ça. C'est les travaux, et c'est ça qui est aussi hyper compliqué quand on parle d'incertitude, c'est que vous êtes une entreprise, vous avez 10 sites industriels ou 10 sites en France, chaque site va avoir son lot de complexité, et le prix est hyper difficile à dupliquer. Donc pour un site, ça va être du 4 000 euros, 5 000 euros, coût complet pour le point de charge. Parfois, ça va être du 10 000, du 15 000 euros, parce qu'il y a énormément de travaux à réaliser, etc., etc. Donc, notre équipe, depuis 2018, s'est posé des questions sur comment est-ce qu'on peut optimiser l'utilisation des arrivées électriques qui sont déjà en place. Comment est-ce qu'on fait pour, avec un câble, faire le plus gros travail énergétique possible au cours de la journée. Et donc, on va refaire des calculs malheureusement, mais la logique de notre système, c'est de dire, si j'ai 10 kilowatts avec une prise, 10 kilowatts normalement, grosso modo, c'est une seule borne. Si cette prise de 10 kilowatts, j'arrive à la faire fonctionner tout au long de la journée, de 8h à 18h, j'ai 10 heures de présence de voiture, eh ben, ça me donne potentiellement 100 kWh, 10 kW fois 10 heures, 100 kWh. Alors, il y a des rendements énergétiques, etc., mais on va dire 100 kWh d'énergie que je peux donner à des voitures. Et 100 kWh d'énergie, c'est par exemple 10 voitures qui ont chacune récupéré les 60 km dont on parlait tout à l'heure. Donc, autrement dit, la puissance qu'on utilise pour une borne pourrait en réalité suffire à recharger 10 voitures, à faire fonctionner 10 bornes de recharge pour recharger chaque jour une voiture tous les jours. Mais il y a un enjeu technique. Comment est-ce que je fais pour prendre ce câble et puis le partager sur les différentes bornes? Donc, on a inventé ce système qui s'appelle donc Eiko, E-I-K-O. C'est un prénom japonais féminin parce que Eiko a une solution frère qui s'appelle Charles, le robot chargeur qu'on a développé pendant 4 ans. On pourra peut-être en reparler dans les solutions sophistiquées. Mais donc, Eiko, en japonais, c'est-à-dire prospérité. C'est l'idée de démarrer tout de suite, très facilement, un premier projet d'installation de borne et de faire grandir cette station au fur et à mesure de l'électrification de la flotte. Donc, le système est composé d'abord de ce qu'on voit sur le parking le long du trottoir. C'est un système d'un seul câble, donc c'est un câble qu'on appelle l'Ecolink. Ce câble va alimenter 5, 10, 15, 20, 30, parfois 35 points de charge. C'est un seul câble unique, hein. Il est fixé sur le parking. On n'a pas besoin de l'enterrer dans une tranchée. Donc l'enjeu, et ce qu'on a dû développer, c'est supporter le poids d'un véhicule, si un véhicule roule dessus. C'est pouvoir être compatible avec les normes en vigueur en termes de sécurité, de gestion des intempéries. Mais donc c'est un système qui se fixe en quelques heures. On a toute une station qui apparaît sur un parking. Pas eu besoin de casser le bitume et de recouler de l'enrobé. Et je fais une petite parenthèse là-dessus, mais on parle de mobilité durable, de mobilité électrique et décarbonée, mais un chantier de VRD, un chantier de travaux de génie civil, ça a un impact environnemental très fort. On a fait une étude avec un cabinet spécialisé qui a quantifié les émissions que ça génère d'avoir une pelleteuse qui va casser l'enrobé, casser le bitume et venir recouler à nouveau ces éléments-là.
Et donc, il y a aussi cette vertu dans cette approche hors sol. Et donc, on va limiter les coûts, limiter on va dire le bilan carbone de l'opération. Et on va disposer d'un câble qui alimente des points de charge. Alors nous, on n'est pas fabricant de points de charge. C'est pour ça que je disais qu'on pourra bosser ensemble demain. On n'est pas encore partenaire, mais j'espère qu'on le deviendra. Nous, on n'est pas fournisseur de bornes. C'est pas notre métier. Il y a des superbes concepteurs et fabricants de bornes de recharge. Nous, on est, entre guillemets, une solution de déploiement. OK? Et donc, on a cet Ecolink qui est fixé au sol et qui alimente 10, 15, 20, 30 points de charge. Le problème, c'est que toute notre solution est basée sur l'idée qu'on va se brancher sur le réseau avec un seul câble de faible puissance. Et on va chercher à faire travailler cette puissance tout au long de la journée. Et pour ça, il faut savoir à quel moment les voitures arrivent, combien de temps est-ce qu'elles vont rester et combien d'énergie est-ce qu'elles veulent récupérer. Et donc, on a une interface sur le cube Eco, une interface tactile qui permet de faire quelque chose d'un peu surprenant dans l'univers de la recharge. On va dire au système combien d'énergie on veut récupérer. Donc, je suis collaborateur, je me suis garé, je vais marcher un peu comme vers un horodateur, sauf que là, c'est un écran tactile. Je peux m'authentifier, soit avec mon badge d'entreprise, soit avec mon badge de mobilité, les cartes Total Energies, etc. Donc, mon badge d'interopérabilité. On peut avoir un mode visiteur. On a un système équipé chez un supermarché Leclerc. On peut accueillir des gens qui n'ont aucun badge. Et puis là, le système va me dire combien de temps restez-vous ? Je vais rester 2 heures, 4 heures, 8 heures, 5 heures. Je peux me tromper, mais je vais renseigner le temps que je pense avoir devant moi sur ce parking. OK ? Vous voulez récupérer combien de kilomètres ? On essaie aussi de rajouter une approche différente quand on pense à son énergie. On veut parler en kilomètres, c'est un peu plus parlant. On veut plus parler de puissance. Le sujet des kilowatts, c'est un sujet qu'on trouve pas adapté à la notion de tous les jours et des oui, parce qu'il y a le kilowatt, les kilowattheures. Bon, si on embrouille tout le monde. Il y a la puissance, l'énergie, donc tout le monde se mélange dans ces notions-là. Absolument. Ouais. Et le problème, et tout à l'heure on le disait, les entreprises veulent mettre des bornes de 50 kilowatts. Il y a les superchargeurs Tesla, des produits incroyables, 200, 300 kilowatts. On arrive sur des mégawatts maintenant de puissance pour notamment les poids lourds. Mais il faut se rappeler d'un truc, c'est que vous avez beau mettre une borne de 22 kilowatts, il faut que le véhicule soit compatible. Et on parlait des hybrides rechargeables, elles ne sont souvent pas compatibles avec de la recharge à 22 kilowatts. Et il faut que le câble puisse permettre de la recharge à ce niveau de puissance. Donc si vous affichez en énorme, cette borne, elle fait du 22 kilowatts, mais que l'usager a un véhicule qui n'est pas compatible et un câble qui n'est pas compatible, en fait, cette notion de 22 kilowatts, elle devient hyper complexe. Rajoutez à ça le smart charging qu'on vient de discuter pendant 1 heure, c'est-à-dire des solutions qui vont avoir un effet sur la puissance qui est vraiment donnée au point de charge, les gens sont perdus. J'arrive, je pense que je vais avoir du 22, et au final, j'ai même pas de démarrage de la recharge parce qu'on est en train de me délester, on est en train d'attendre pour justement qu'un véhicule soit fini plus tôt. Et au bout d'un moment, on me donne peut-être 3 kilowatts. Bref, je comprends plus ce qui se passe. Est-ce que mon véhicule bug? Est-ce que j'aurai bien mon énergie souhaitée, etc., etc. Donc là, l'idée qu'on propose, c'est que les usagers puissent commander une dose d'énergie. On est dans une idéologie aussi du biberonnage, qui est un peu la philosophie du véhicule électrique. Se récupérer une dose d'énergie quotidienne ou tous les 2 jours à faible puissance pour couvrir les 90% de mes trajets, etc. Et donc, vous avez un système qui, avec un câble sans travaux, va chercher à optimiser une faible arrivée électrique en se basant sur un calendrier dans lequel on a mis des personnes, on les a priorisées. Et lorsqu'un usager arrive et nous dit « je veux partir dans 1 heure et je veux récupérer 200 km » alors qu'il y a déjà toute une flotte en train de se recharger, et donc le système, en gros, ne peut pas traiter cette commande, on va lui proposer des alternatives. Désolé, monsieur le client, quand en plus on est badgé avec un badge d'entreprise, il y a écrit le prénom, donc Salim, je suis navré, je pourrais pas vous redonner vos 200 km en 1 heure, c'est même d'ailleurs physiquement la borne ne sera pas capable, mais il y a trop de voitures, je vous propose soit de rester 1 heure de plus et de récupérer les 200 km ou 2 heures de plus, soit de partir dans la deadline que m'avait renseigné dans 1 heure, mais je pourrais vous donner que 50. Est-ce que vous acceptez, oui ou non? L'usager peut sélectionner et à la fin, il a un récap où il y a écrit, vous allez récupérer de 60 km. Alors, nous, on s'engage sur des kilowattheures, mais on essaie de parler en kilomètres au maximum, mais il y a écrit, vous allez récupérer 10 kilowattheures, ce qui donnerait 60 km par exemple avec un tel rendement. La deadline, elle est prévue pour tant, ça coûte tant. Il y a aussi un sujet de monétisation. On parlait du coût de l'électricité, mais
les systèmes de recharge ont aussi un modèle économique. Et donc, si un client, par exemple un supermarché Leclerc, achète un système éco, il peut pricer avec différents paramètres le service de recharge. Et donc, l'usager voit le prix s'afficher. Il a même pas encore mis sa carte bancaire. Il voit le prix s'afficher. Il peut valider, payer, recevoir sa facture plus tard par SMS, mail ou sur son application mobile. Donc là, c'est la première partie de l'histoire de Eco. L'idée, c'est de rendre très pratique, rapide, économique l'installation de stations de charge évolutives sur des parkings, notamment d'entreprises. C'est vrai que le cube est un peu gros pour juste faire une prise de commande avec écran tactile. Donc, à l'intérieur de ce cube, il y a une autre partie de l'histoire qui est passionnante, qui est le stockage d'énergie. En fait, nous, notre conviction, c'est peut-être de la croyance, mais les chiffres, les tendances commencent à aller dans ce sens-là, c'est que tous les bâtiments demain auront du stockage d'énergie, d'une certaine manière. Tous les bâtiments seront équipés d'une petite unité de stockage d'énergie. Et en fait, le problème technique, les défis techniques que pose la borne de recharge en entreprise invitent à y mettre du stockage pour notamment répondre à des enjeux de puissance. Je m'explique. Vous avez une entreprise qui n'a que 10 kW pour installer Eco. Super, 10 kW, ça me donne 100 kWh pendant 10 heures, je vais essayer de recharger 10 voitures, c'est super. Mais j'ai besoin de recharger plus de véhicules, j'ai besoin de donner plus d'énergie. Un de nos clients, c'est DHL par exemple, qui fait des recharges très profondes, c'est-à-dire qu'ils font des pleins sur des véhicules utilitaires électriques. Comment je fais ? Première option, j'augmente toute la puissance de mon bâtiment et c'est les problèmes qu'on a vus tout à l'heure. Deuxième option, je mets des batteries dans le système Eco. Et donc, lorsque les voitures de DHL partent à 8 heures du matin en tournée, et j'ai toujours ma petite prise de 10 kW qui est là, eh bien, je vais l'utiliser, je vais recharger tout doucement l'entièreté de mes packs batteries. Et cette énergie qui a été accumulée, on va l'utiliser au retour des voitures et on a maintenant deux sources d'énergie. On a le réseau du bâtiment, faible puissance, qu'on utilise avec le calendrier, mais j'ai aussi ce stock d'énergie que je peux délivrer, que je peux décharger rapidement pour augmenter toute la puissance de la station. Et donc là, on peut passer d'une station qui était branchée à 10 kW et du coup ne donnait que 10 kW au total sur l'entièreté du système à une station qui peut délivrer 60 kW qui vont être répartis, donc 6 fois plus, qui vont être répartis sur les différents points de charge. Aujourd'hui, un de nos sujets qui est en train de se faire cette année, c'est de passer sur des puissances bien plus importantes, réussir à créer des ratios encore plus gros. Je branche un système à 10 kW et j'arrive à délivrer 100, 150, peut-être 200 kW de puissance. Mais là, il faut plus se stocker, alors j'imagine. Il faut rajouter du stockage d'énergie. Ouais. Alors ça peut, effectivement, si j'ai une toute petite batterie et que je l'utilise très violemment en déchargeant beaucoup d'énergie rapidement, donc la puissance de décharge, ça la fatigue, ça l'use, ça peut être complexe. Mais donc, le système Eco peut augmenter ses capacités de recharge, peut doubler, tripler sa puissance et son service de recharge grâce à du stockage d'énergie. Et une fois qu'on a fait ça, on se dit, mais il y a des tarifs Earth Cruiser pleins sur le bâtiment, il y a des panneaux solaires qui vont être installés sur le bâtiment ou sont peut-être déjà installés. Ces panneaux solaires n'ont pas un taux d'autoconsommation de 100%, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui soit est revendue sur le réseau, soit est gaspillée. On déconnecte les panneaux pour éviter d'envoyer de l'énergie qui peut aller nulle part. Eh bien, on va utiliser les batteries pour, en plus, se recharger à ces moments stratégiques. C'est quelque chose qui est un peu plus simple à faire que le véhicule, sa batterie et le véhicule to grid, le V2G. Parce que le véhicule to grid, on en parlait tout à l'heure, c'est déjà la crainte de... Enfin, il faut que j'ai l'énergie pour ma mobilité. Je suis OK de mettre à disposition ma batterie, mais il faut pas que ça m'empêche de faire mon trajet, en sachant que la recharge et l'autonomie sont parmi les freins importants du véhicule électrique. Mais surtout, le véhicule, il bouge, il part. Il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Là, on a une batterie qui est dédiée au bâtiment, qui est dédiée au service de recharge et qu'on peut piloter beaucoup plus facilement. Et donc, progressivement, la station Eco n'est plus juste une station de recharge qui arrive avec peu de puissance à essayer de faire le meilleur service possible. On arrive sur une vraie plateforme énergétique qui va proposer des services au bâtiment, stocker de l'énergie produite en trop par des panneaux solaires, réinjecter de l'énergie dans le bâtiment lorsqu'il atteint des pics de puissance. On n'en a pas parlé, mais c'est très difficile pour une entreprise d'être disjonctée du réseau si la puissance est dépassée.
ça peut arrêter des machines, ça peut arrêter de l'activité. Donc Enedis autorise des bâtiments à dépasser la puissance qu'ils ont annoncée sans couper le jus. Et ça génère des pénalités. Et donc, si on utilise la batterie de Eco pour réinjecter à ces moments-là de l'électricité dans le bâtiment, eh ben, ça abaisse la puissance qui est appelée sur le réseau d'Enedis. Et donc, on évite de payer ces pénalités-là. Il y a des obligations là sur les ombrières, hein, d'ailleurs, juste pour les rappeler. Vous les connaissez, les obligations sur les surfaces non, c'est vous les aviez. Alors, il y a la réglementation APER qui impose d'équiper pour des parkings de plus de 80 places, 1500 mètres carrés, je crois, d'équiper la moitié du foncier avec des ombrières solaires, hein, 2 tiers, 1 tiers. Voilà, on a des spécialistes. Bon, à peu près 1 tiers. Et donc là, en plus, il y a eu des actualités puisque le sujet ça a été de rajouter maintenant une composante arbre, de végétaliser exactement. Ouais, donc c'est donc ok. Donc j'ai pas le fin mot de l'histoire, mais donc effectivement, les entreprises ont, de manière générale, des forces motrices réglementaires qui les poussent à installer des panneaux solaires sur leur toiture ou leur parking. Il y avait une dernière diapo là, mais c'était le résumé de ce que vous aviez dit à l'oral, c'est ça Effectivement, c'est simplement de rappeler quelques installations sur la droite. S'il faut résumer, Eco, c'est une solution qui vise l'efficacité, qui vise à rendre plus facile d'accès des stations de charge pour des entreprises qui veulent électrifier, mais veulent le faire le plus efficacement possible. L'idée de l'évolutivité est très importante. On n'est pas fabricant de bornes de recharge. On pourrait théoriquement mettre un peu n'importe quelle borne de recharge sur l'Ecolink. Il faut par contre que la borne réponde à des protocoles OCPP bien encodés. Il faut que la borne puisse être compatible avec quelques petites particularités hardware du système. Et puis, Eco, c'est l'idée de profiter du sujet de la recharge pour passer dans l'univers du stockage d'énergie et apporter des services au bâtiment, des services même au réseau. On a parlé de flexibilité, d'effacement, on a parlé de service système. Donc, c'est l'idée d'aider le réseau électrique national à rester équilibré et à rester en bonne santé. Et les batteries qui sont installées, demain, on travaille dessus aujourd'hui avec des partenaires qui sont en intermédiation avec RTE. L'idée, c'est d'utiliser la batterie pour aider le réseau électrique à se stabiliser et ça génère du revenu. Et donc, ça permet aussi d'améliorer la rentabilité de la station de charge. Je sais qu'il y avait dans certains stockages d'énergie dans les bâtiments, c'était des anciennes batteries de voitures. Ou est-ce que c'est le cas? C'est des récupérations d'anciennes batteries. Absolument. Donc nous, depuis 2018, il y a 2 sujets qui nous passionnent et qui nous animent. Le premier, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre la recharge faisable à grande échelle. Et le deuxième, c'est comment est-ce qu'on fait pour prolonger la durée de vie des batteries, puisque en 2016, on a compris que en fait les batteries automobiles arrivaient en fin de vie de manière prématurée, à nos yeux en tout cas, soit parce que elles ont des petits accidents et elles sont sorties des voitures mais elles sont encore fonctionnelles, soit parce que elles ont une dégradation, une diminution de leur autonomie. Mais donc diminution d'autonomie ne veut pas dire mort de la batterie. On peut encore l'utiliser pour faire autre chose. Et donc depuis 2018, c'est plusieurs marques qu'on a réaffectées. Donc le terme technique, c'est la réaffectation de batteries. Elles étaient destinées à un usage automobile. On les a sorties de cet usage pour les mettre dans un nouvel usage qui est donc le stockage stationnaire couplé à de la recharge. Et donc aujourd'hui, on travaille beaucoup avec Mercedes-Benz au niveau européen et on récupère des modules. Donc dans une batterie de voiture électrique qui est logée dans le châssis. Le module, c'est le niveau 2 de l'architecture. L'assemblage des modules donne la grosse batterie. Et dans le module, il y a des piles qui sont assemblées entre elles. Donc nous, on récupère des modules dans notre usine à Lyon. Et on va chercher à les qualifier, voir si elles sont encore utilisables, pour ensuite les remettre dans une nouvelle enveloppe qui intègre ensuite le Cube Eco. Il y a beaucoup de Lyonnais là, autour de la table. Merci pour cette présentation qui était complémentaire. On a vu les 2 sujets. Bernard, on avait dit qu'on
à moins que vous ayez des commentaires à faire. Mais on avait dit qu'il y a un point qu'on voulait aborder aussi, qui est un petit pas de côté qu'on voulait faire parce que c'est un sujet important. C'est la recharge en itinérance, effectivement, parce que il y a des questions de tarifs, de nombre de bornes. Est-ce que vous pouvez faire un petit focus là-dessus? Oui, alors je vais faire peut-être un petit résumé de tout ce Ouais, qu'on a dit bien sûr. pour que nos interlocuteurs, les gens qui nous écoutent, pensent pas qu'en fait qu'on a une somme de problèmes. Mm. Parce qu'on a parlé de technologie, d'évolution, de transformation, d'évolution des comportements. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, le réseau est fiable, est capable de soutenir. Les bornes sont là. Les véhicules arrivent. L'offre est de plus en plus grande. Et on a, pour optimiser cette utilisation donc du transport décarboné, beaucoup de solutions pour le faire mieux et moins cher. Smart charging. Donc tout ça, c'est très bien. Effectivement, de nouveaux utilisateurs vont arriver, notamment tout ce qui est poids lourd, transformation de marchandises, etc. Et on peut imaginer que si demain les poids lourds ont l'autorisation de rouler pendant les grands week-ends, on va avoir un problème énorme. Parce qu'on va avoir les poids lourds et les voitures qui vont vouloir recharger en même temps sur les mêmes aires. Heureusement que c'est pas le cas. Donc quand on a des pics sur les autoroutes, on a normalement les poids lourds qui ne roulent pas. Donc il va falloir imaginer aussi des systèmes pour que on puisse recharger les poids lourds de manière relativement rapide, parce qu'on sait la périodicité, à quel moment ils doivent s'arrêter et à quel type de vitesse ils peuvent charger pour aller au prochain point obligatoire d'arrêt sur le plan sécurité. Et tout ça, c'est en train de se mettre en place. Oui, parce qu'avec l'AVER, vous travaillez aussi sur ce sujet là des poids lourds en ce moment. Non? Oui, alors Ouais. on a une personne qui est dédiée, qui travaille sur le sujet, donc véhicules lourds, depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, et qui ne traite que ce secteur, parce que je dirais sur le plan véhicule standard, on a déjà un certain recul, on a beaucoup de statistiques, on a beaucoup avancé. On a par exemple le livre blanc sur le smart charging est paru, je crois, en novembre 2023. Donc là, on va être à l'édition numéro 2. Donc on a tout un recul. En revanche, sur le transport de marchandises, le transport lourd, on va dire, on a moins de recul et on a un peu plus de difficultés, je dirais, économiques. C'est-à-dire qu'une voiture, ça s'économise ça s'amortit sur un temps relativement court. Un poids lourd, les temps d'amortissement financier sont pas les mêmes. Et on a d'autres contraintes de temps de conduite, temps d'arrêt, etc. Chargement utile. Voilà, si le poids lourd il est utilisé uniquement pour transporter les batteries, c'est pas bon, quoi. Voilà. Donc on travaille là-dessus, et ce que je voudrais souligner une nouvelle fois, c'est que vraiment les solutions sont là et on avance, je dirais globalement en France, peut-être même un peu plus vite que le marché. Ce qui nous permettra assez rapidement de pas subir ce changement, mais de l'anticiper et de le vivre de manière relativement, je dirais, euphorique. Guillaume, là, vous vouliez préciser quelque chose, oui. Oui, non, je trouve que c'est, enfin, un très très bon mot. Je pense qu'il faut, il y a des solutions. Effectivement, il y a plein de solutions. Il y a plus de solutions que de problèmes. Et surtout, il faut pas se dire qu'il y a une solution one size fits all. En fait, chaque cas d'usage va appeler ses propres optimisations, son pilotage de la recharge. On parlait de la recharge de poids lourds sur les autoroutes. Il y a effectivement un raccordement à optimiser, à faire intelligemment avec les bornes pour véhicules légers, pour avoir ce foisonnement et voilà. Je parlais des offres de raccordement intelligentes tout à l'heure. Il y a des optimisations à faire avec des batteries, de la production locale également, pour avoir un pic, enfin un surplus de puissance disponible au moment où on en a besoin. Des solutions comme celle de Bomb Energy avec des batteries qui viennent pas vraiment concurrencer le réseau, mais qui viennent, voilà, dans certains cas où on a des coûts de raccordement, de travaux qui sont très importants, à apporter une solution meilleure, plus économique, et où la batterie, en fait, elle sert pas juste à augmenter la puissance pour la recharge, elle va aussi être valorisée par d'autres moyens, d'autres leviers de flexibilité, notamment quand les véhicules électriques, eux, n'ont pas le potentiel de flexibilité selon les usages. Votre voiture qui reste chez vous de 19h à 8h du matin, effectivement, elle a de la flexibilité. Certains, pour des recharges
En entreprise, dans certains cas, il n'y a pas cette flexibilité. C'est peut-être la batterie qui va fournir cette flexibilité. Et puis il y a le sujet du véhicule to grid qu'on a pour l'instant juste effleuré, qui lui aussi ne va peut-être pas se déployer sur l'ensemble du parc de véhicules électriques et de bornes, mais selon les cas d'usage, selon le temps de branchement, il y aura des opportunités en fonction des distances parcourues. Certains véhicules, certains usagers auront un potentiel économique intéressant à faire du véhicule to grid. Du véhicule to grid, c'est quand même un petit surcoût au niveau de la borne ou du véhicule électrique. Alors on a plusieurs constructeurs, on a pas mal d'acteurs qui se positionnent pour pouvoir faire de la recharge bidirectionnelle. Cette recharge bidirectionnelle, ça permet notamment de réinjecter l'énergie qui va être utilisée pour le bâtiment, pour la maison, pour d'autres usages, et potentiellement être injecté sur le réseau. Donc là encore, on voit une diversité de solutions. Si vous avez un gros talon de consommation, on appelle ça comme ça, parce que vous avez du chauffage électrique, vous avez besoin à la pointe de consommer de l'électricité pour autre chose, utiliser l'énergie qui est dans la batterie du véhicule, ça peut être intéressant. Si vous avez une voiture qui est qui a sa propre borne de recharge avec son propre compteur, qui est pas couplé avec d'autres usages, peut-être que le véhicule électrique, le véhicule to grid sera pas aussi intéressant. Donc on va voir le véhicule to grid, la recharge bidirectionnelle, se développer. Il y a déjà des acteurs qui se sont positionnés. Il y a des expérimentations aussi d'évolution réglementaire. Le véhicule to grid, c'est déjà possible techniquement. On peut réinjecter. Il y a déjà plusieurs constructeurs qui font des voitures qui peuvent avoir cette bidirectionnalité de la recharge et rendre service à l'utilisateur et au réseau. Il y a des évolutions réglementaires qui pourraient permettre d'augmenter le potentiel de valorisation de la flexibilité du véhicule to grid, notamment avec réinjection sur le réseau, pour disons intégrer, refléter la valeur pour le réseau de la réinjection au bon moment. Et ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Il y a une expérimentation justement en ce sens qui est menée notamment avec Enedis sur leur réseau. Donc il y a plein de travail, plein de solutions qui s'ouvrent, qui apparaissent, qui ne se généraliseront pas toutes à l'ensemble du parc. Je pense que c'est quelque chose à avoir en tête. Mais les mécanismes de marché et de valorisation sont là, les signaux sont là pour que selon les cas, selon la pertinence, selon le besoin, on opte pour les différentes solutions. C'est ça finalement, Alain, qu'il faut retenir aussi, c'est il faut repartir Gaël, il faut repartir du besoin du client, faire une étude. Ouais, ça exactement. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas de frein technique majeur au déploiement de la mobilité électrique, surtout en France avec un réseau électrique qui est extrêmement robuste et extrêmement bien structuré en termes d'acteurs. Comme le disait très bien Guillaume, il y a plein de solutions qui vont coexister. Et ces solutions, elles vont coexister parce que chaque place de parking à électrifier aura des besoins, des contraintes et des budgets différents. Donc tout ça va amener vers des solutions différentes. Les solutions de Mob Energy vont totalement coexister avec des solutions plus conventionnelles d'IRVO classique parce que les clients sont différents, qu'ils n'ont pas le même bâtiment, qu'ils n'ont pas le même budget. Et voilà. Et on parlait aussi de recharge en itinérance. Forcément, une station-service, un parking d'entreprise, un logement individuel en campagne et une résidence collective dans un centre urbain extrêmement dense n'aura pas les mêmes contraintes. Mais tout ça va coexister et va permettre d'aller vers une électrification toujours plus importante des véhicules. Oui, on s'est adressé maintenant tous les cas d'usage. On peut prendre quelques questions du public aussi. Bernard, oui. Je voudrais ajouter quelque chose hyper important, c'est qu'en ces temps difficiles, on continue à être fortement aidé par les pouvoirs publics. Ah oui. Je pense que ça, il faut vraiment le dire. L'effort est continu et les pouvoirs publics nous ont pas laissé tomber sur cette transformation énergétique. Des questions là dans le public avec là vous êtes dans la salle nombreux. Vous pouvez poser quelques questions si vous voulez. Allez, monsieur, on va vous donner un micro là pour que on puisse capter, que le public puisse peut-être vous présenter-vous et poser votre question. Oui, bonjour, Étienne Reynaud. Donc j'ai un petit message pour Guillaume de la CREI. Concernant les heures pleines, heures creuses, est-ce que ça veut dire à terme la disparition des heures en prix de base? Alors je parle pas uniquement pour bien sûr le particulier, je parle par exemple pour les TPE.
Alors, grande question qui est encore ouverte. Il y a les évolutions. Alors, sachant que là, je pense que votre question porte sur les tarifs réglementés de vente. On est sur un marché ouvert concurrentiel. Les fournisseurs seront toujours libres de proposer des offres avec un tarif base. Il existera toujours la possibilité d'avoir un tarif base. Même si on supprimait l'option base des tarifs réglementés de vente, il y aura toujours la possibilité. Donc, ça n'est pas la solution pour faire basculer tout le monde en heure creuse. Ça reste un sujet. Il y aura une consultation publique normalement qui sera ouverte cet été. J'ai plus les dates en tête exactement sur les tarifs réglementés et les signaux qui sont véhiculés par ces tarifs. Donc, ce sera chacun pourra s'y exprimer. Bon, il va falloir suivre le sujet. Voilà, merci. On peut applaudir les conférenciers. Merci.